Vous venez de le voir sur le générique, croqué par un témoin, ce Napoléon ventru que le Northumberland conduisait à Sainte-Hélène. Nous allons le voir maintenant ensemble à Sainte-Hélène. Et M. Bainville nous annonce dans le titre de son dernier chapitre, le martyr. Ou encore, M. Madelin nous dit c'est une épouvantable disgrâce. Oui, soyons sérieux, regardons les choses telles qu'elles étaient. Ce qui frappe, c'est pas tellement la disgrâce, c'est plutôt une lamentable petitesse. Là-bas, à Sainte-Hélène, il veut absolument, Napoléon, reconstituer sa cour. Il est installé à Longwood, qui est une espèce de villa coloniale, mais il joue toujours son personnage de théâtre. Il a reconstitué les Tuileries. Il y a une étiquette, il y a des préséances, et qui c'est qu'il a accompagné? Ils sont 4 messieurs. Il y a Lascaz. Lascaz, c'est quelqu'un qui a surgi. Il n'est pas tellement le petit Lascaz, comme j'avais cru, j'ai regardé son âge, il a tout de même 47 ans. C'est un scribe, quelqu'un qui travaille dans le genre déclamatoire et sensible. Il a été autrefois aspirant de marine, alors il en a profité quand il a su qu'il allait partir pour Sainte-Hélène, il en a profité pour se déguiser en capitaine de vaisseau et pour se décorer du même coup. C'est qu'un garçon très pratique, qui se dit, c'est le best-seller certain. L'empereur m'emmène pour dicter son mémorial, enfin pour raconter ses souvenirs. Quand il sera mort, on va faire une fortune avec ça. Alors il va interroger l'empereur, qui ne demandera que ça, il va parler. Et dès 1816, le petit Lascaz, le jeune Lascaz, le demi-jeune Lascaz, se fera renvoyer par les Anglais, se fera expulser de Sainte-Hélène afin de rentrer en France, préparer son livre qui sortira 1 an et demi après la mort de Bonaparte. Et vous avez 3 officiers. Alors il y a d'abord Montelon, général Montelon, qui est un escroc, qui a eu toutes sortes de difficultés, qui est en train de fuir maintenant ses créanciers et qui est parti avec sa femme Albine, et il compte sur les charmes d'Albine pour obtenir une partie de l'héritage de Napoléon. Et Napoléon le sait parfaitement. Enfin, Montelon lui est utile. Il y a Gourgaud, dont les goûts sont un peu particuliers, qui est un garçon très emporté, qui s'entend mal avec tout le monde, qui appelle Montelon le Basset, qui appelle Lascaz le Jésuite. Et puis vous avez, il s'en ira aussi lui en 1818. Et puis celui qui restera jusqu'à la fin, qui est le grand maréchal du palais, s'appelle Bertrand. M. Bainville, qui était mal renseigné, comme ça lui arrive souvent, disait quel dommage que Bertrand n'ait rien écrit. Or, c'est lui qui a écrit le plus. Seulement, il écrivait dans un style très elliptique, avec toutes sortes d'abréviations. C'est très difficile à deviner. Et c'est M. Fleuriot de Langle qui, en 1948 ou 49, a donné le premier volume. Le 3e et dernier volume a paru en 1959. Et maintenant, nous avons un document irremplaçable avec les cahiers de Bertrand. Oui, ce qui frappe, vous dis-je, cette extraordinaire petitesse de tout ça. Parce que il veut absolument, Napoléon, qu'on l'appelle sire. Or, le gouverneur, qui s'appelle Hudson Lowe, a ordre de le traiter comme le général Bonaparte. Du reste, vous savez, c'est un drôle de général, parce qu'on multiplie les prévenances qu'un seul titre comme celui-là ne suffirait pas à justifier. On voit Montelon, qui est chargé très souvent de servir d'intermédiaire auprès d'Hudson Lowe, présenter des exigences auxquelles Hudson Lowe se plie toujours lorsqu'il ne s'agit pas de protocole. Par exemple, c'est lui qui va très gentiment, lorsqu'on installe Longwood, prendre les conseils de Napoléon à travers Montelon pour demander comment il faut installer la bibliothèque, la disposition du billard, quels sont les livres qui veulent dans la bibliothèque, quelle est la couleur, quelle est l'épaisseur des tapis. Tout ça n'intéresse pas Bonaparte. Bonaparte veut ne plus être Bonaparte, il veut être sire, il veut être l'empereur. Alors vous avez une guerre interminable et ridicule entre lui et Hudson Lowe, et finalement ce malheureux Hudson Lowe, c'est le martyr, vous savez, c'est le martyr de Sainte-Hélène. Il fait de son mieux. C'est un brave type, pas très intelligent, je crois. Mais il a ce qu'on appelle vulgairement un job assommant, vous savez, une mission intolérable. Il porte la responsabilité de la présence de l'empereur à Sainte-Hélène. Il a tout le temps peur que l'empereur s'en aille. Du reste, il y a en effet des Américains qui vont essayer de s'emparer de lui pour le faire évader. Il ne vit plus, ce malheureux. La nuit, il se relève, il prend son cheval tout seul, il va rôder autour de Longwood pour voir si l'empereur n'y est pas. Il aura réellement fait de son mieux, et l'empereur lui aura rendu la vie impossible. C'est lui qui va s'incarcérer, Napoléon. Il avait l'autorisation de se promener dans l'île, simplement sous la surveillance discrète et même assez lointaine d'un officier anglais. Alors il a fait une fois une promenade, puis quand il a vu que l'officier anglais était là, il a piqué des œufs sur son cheval, il a parti, il a disparu. Hudson Lowe a été obligé de lui dire, écoutez, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut que les choses se passent, vous devez accepter la compagnie d'un officier anglais, alors 0, je ne sortirai plus. Oui, c'est une chose horriblement pénible de voir qu'il avait la chance, pour son personnage, d'être situé comme ça sur cette île lointaine, de l'autre côté de la mer, sur ce rocher, où il pouvait faire figure de l'aigle, en effet, qui va multiplier des clameurs, comme si c'était une chose épouvantable ce qui lui arrive. « Je suis l'homme le plus malheureux de la terre », va-t-il faire écrire. Ou encore, « Les Anglais ont placé sur ma tête la couronne, pas même une, la couronne d'épines. » Ben, ce monsieur qui se plaint à ce point, il a 30 domestiques à son service. Il reçoit des Anglais 100 livres de viande et 6 poulets par semaine.
il a le sucre, le beurre, tout ce qu'il veut à profusion. Il a 1200 bouteilles de vin, du vin choisi, celui qu'il aime, par mois, plus 14 bouteilles de champagne. Ça ne ressemble pas, vous ne trouvez pas, à la captivité qu'il avait imposée à Toussaint Louverture. Il est vrai que ce n'était qu'un nègre. Mais vous savez ce qu'il a fait de Toussaint Louverture? Ben, il l'a enfermé au Fort de Joux, dans une cellule où ce malheureux est mort de froid et de faim. Tandis que lui, il s'installe, il est très tranquille là-bas. Gourgaud a écrit dans son journal quelque chose qui fait plaisir parce qu'on le voit écœuré de la vie qui se passe là-bas. Il dit, je voudrais, c'est Gourgaud qui dit ça, je voudrais que nous fussions tous au cachot, et l'empereur y compris, au moins ça aurait de l'allure, au lieu de végéter comme nous faisons ici, à boire et à manger. Pas seulement à manger, naturellement, Napoléon a toujours besoin de femmes, et alors il a Albine de Montelon. Il y aura même un enfant de lui. Mais Albine de Montelon montrera à tout le monde le petit en disant, mais vous ne trouvez pas le menton, par exemple, les mains, c'est absolument l'empereur. Puis il voudrait Mme Bertrand, c'est Fanny Bertrand. Or, Fanny Bertrand, c'est pas la même chose qu'Albine de Montelon. Fanny Bertrand, c'est une femme convenable. Alors elle refusera de coucher avec l'empereur. Alors il lui portera une haine incroyable. Antomarchi, son médecin, il refusera de le voir parce que il dira ça devant Bertrand, devant le mari. Il dira, Antomarchi, je ne veux plus le voir. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir soigné une femme qui a refusé d'être ma maîtresse. D'ailleurs, et Bertrand est toujours là, d'ailleurs, c'est l'amant de votre femme. Elle va dans les fossés avec tous les officiers anglais. C'était le ton, vous savez, c'était les sombres manières. Et le pauvre Bertrand écoutait ça, avalant couleuvre sur couleuvre. C'est Bertrand, donc, qui nous a laissé les témoignages les plus intéressants. Et alors, si vous rapprochez Montelon, qui n'est pas intéressant, le mémorial, qui est à l'issue de Manchonge, mais si vous rapprochez Gourgaud et Bertrand, ces témoignages, nous avons vraiment devant nous Napoléon à nu. Il parle intarissablement, il se raconte, il dit ce qu'il pense. Et ça nous éclaire sur lui. Par exemple, il nous explique ce qu'il pense en politique. Ce qui s'est passé en 89, et après, dit-il, c'est la faute à Louis XVI. Au mois de mai 89, il devait, dans les 24 heures, assembler le Parlement dans la Grande Chambre, et séance tenante, faire arrêter et juger le duc d'Orléans et Mirabeau. Et le 10 août, moi, avec 1800 hommes et une batterie de canons, je réglais tout, définitivement. Quant à Louis XVIII, renvoyer la chambre introuvable, comme Louis XVIII l'a fait en 1815. Quelle folie, dit-il. La bédoyère Hennet, qui s'était ralliée à lui, ont été fusillés, c'est très bien, mais c'était du travail d'amateur. Tout, vous entendez, hein, tous mes généraux de 1815, tous ceux qui s'étaient ralliés à moi, le roi devait les faire pendre. Voilà comment on gouverne. Son obsession de l'argent continue à l'accompagner. Les Anglais ne savent pas vivre, dit-il à Gourgaud. Si seulement ils m'envoyaient 1 million par an pour mes menus plaisirs. Ou encore cette villa coloniale qu'on m'a donnée, mais c'est un convenant. Quand on a commandé le monde, c'est bien le moins qu'on reçoive un château. Il va interroger, 1 mois avant de sa mort, il va interroger le nouveau médecin qu'on lui a envoyé. Et il va lui poser des tas de questions sur l'argent qu'il touche, l'argent qu'il a placé, comment l'a-t-il placé. Sur sa famille, il en parle avec une espèce de satisfaction en disant, bon, ils sont tous riches, tous bien établis, mais il faut qu'ils sachent se débrouiller. Par exemple, la famille de Lucien, qui est établie avec sa mère ne mourra à Rome comme Lucien, bien des années plus tard, il faut qu'ils s'arrangent pour s'apparenter à une famille de cardinaux, qu'ils entrent chez les Caramonti, qu'ils entrent chez les Orsini, qu'ils entrent chez les Colonna. C'est bien le diable s'il n'arrive pas à être un jour cardinal. Et en effet, en 1867, il y aura un des fils de Lucien qui sera cardinal. Il a d'autres idées et d'autres conseils à donner à Jérôme et à Joseph. Eux, c'est pas l'Italie. Il leur commande plutôt la Suisse. Parce que, dit-il à Bertrand, avec leurs millions, ils sont sûrs d'être bien reçus en Suisse. Alors il faudrait qu'il y en ait les uns qui s'établissent à Lausanne, les autres qui s'établissent à Genève, les autres qui s'établissent à Fribourg. Ça, c'est très bien. Et même, il donne un nom propre. Il faut qu'ils entrent dans une bonne famille. Comme par exemple la famille des Watteville. Il pense tout le temps à Lorient aussi. Il a raté son affaire du côté de Lorient. Sur le Belvérophon, il a dit expressément au capitaine Maitland, tel que vous me voyez, sans vous autres Anglais à Saint-Jean d'Acre, j'aurais dû poursuivre du reste. Je serais maintenant l'empereur de tout l'Orient. Même formule à Goriot, tout l'Orient. Et puis il revient tout de même sur sa propre destinée en se disant, mais après tout, ça n'a pas si mal marché. Maintenant, pour l'instant, je ne suis rien. Mais il a quelques idées. Il a certaines idées du côté du Canada. Il va dire à Gourgaud, mon nom il est d'un très grand effet. Peut-être que si je pouvais passer en Amérique et me précipiter sur le Canada, pour le prendre pour les Américains et ensuite pour moi, ce serait intéressant. Le Canada l'a échappé belle. Mais il revient sur son passé pour se dire, c'est tout de même inouï. Hein. Quand moi je suis sorti, il a emporté toutes les lettres des souverains, les lettres personnelles, les lettres manuscrites que les souverains lui envoyaient. Il les lit, il les relit, il les savoure. Il dit, je voudrais bien être enterré tout de même à Saint-Denis, comme les rois. À la bonne heure. Enfin, si on m'enterre à Saint-Denis, ça sera digne de moi. Il indique avec précision ce qu'il veut qu'on écrive de lui, ceci. Il faut écrire ceci, hein. Parti de rien. Et né dans la misère, Napoléon Ier est arrivé à s'asseoir sur le premier trône du monde. Puis il dit encore, toujours à Bertrand, regardez bien, faites le compte. Il est sans exemple qu'un conquérant
ait eu une carrière de plus de 12 ou de 15 ans. Moi, j'ai commencé en 1796, donc 19 ans. J'ai gagné le championnat. J'aurais dû mourir à Moscou, dit-il encore. César, alors, n'eût pas approché de ma jarretière. Monsieur Hanoteau, dans un texte auquel je crois avoir fait allusion, dit que l'inquiétude du divin l'a accompagné jusqu'à sa mort. C'est être bien mal informé, parce qu'aucune inquiétude du divin. À l'égard de Jésus-Christ, par exemple, je suis persuadé qu'il n'a même pas existé, dit-il à Bertrand. Et le 27 mars 1821, il va mourir le 5 mai, je suis bien content de n'avoir pas de religion. Ça simplifie tout. Comme ça, j'ai pas de crainte chimérique à avoir. Néanmoins, il tiendra à recevoir les derniers sacrements quand il aura perdu l'esprit, parce que, dit-il, cela est bon pour la moralité publique, c'est tout à fait du Voltaire. C'est l'attachement maintenant, l'attachement humain de cet homme. Vous vous rappelez déjà deux choses que je vous ai dit. Une phrase abourienne terrible, je n'aime personne. Et une autre phrase du 12 novembre 1813 à Roederer, où il disait, je suis l'homme du calcul sec. Ben écoutez-le maintenant. Le 19 novembre 1817 à Bertrand, je suis aussi indépendant qu'un homme puisse l'être. Je n'ai aucune attache humaine. 26 avril 21. 26 avril, c'est tout près de sa mort. Hein. Je ne connais ni femme ni enfant. Tout ce que je demande, c'est qu'on me serve. Et voilà. Montolon, je sais très bien pourquoi il est là. Il guette ma succession. Et après, quand on veut de l'argent de quelqu'un, on ne lui donne pas de coup de bâton. On obéit, on rampe. C'est ce que je veux. À Gourgaud encore, je n'apprécie que les gens qui me sont utiles, dans la mesure où ils le sont, et pendant qu'ils le sont. Jamais, ce Napoléon n'aura un mot de pitié ou d'émotion pour tout le mal qu'il a fait, pour toutes les larmes qu'il avait versées. Ça ne l'intéresse pas. C'est une chose avec laquelle il ne pense même pas. Vous savez, il se dit, il y a l'enclume et le marteau, et bien j'étais du corté du marteau. Parfait. Et il y aura deux mots de lui qu'il faut connaître, qu'on ne connaît pas assez, qui sont affreux, mais révélateurs. Il a dit à Talleyrand, j'ai 300 000 hommes de rente. J'ai 300 000 hommes de rente. Je peux en faire tuer 300 000 si je veux par an. Et le 27 juin 1813, devant Metternich, il a dit, un homme comme moi se fout de la vie d'un million d'eux, et il n'a pas dit homme. Il a dit un mot extrêmement bref qui ne peut pas trouver place sur le petit écran. Alors quand on nous dit, comme M. Bainville, que c'est un homme indéchiffrable et un homme mystérieux, voyez-vous, ben, je n'y crois pas du tout. Il est lugubrement simple, ce Napoléon. Lugubrement simple, en ce sens qu'il convoite, mon Dieu, comme tout le monde, la considération, l'argent et le plaisir. Seulement, c'est un homme qui s'était mis dans une telle situation que pour s'assouvir, pour obtenir ces trois choses-là, il disposait de l'armée française. Je voudrais trouver de la hauteur chez lui. J'ai cherché, vous savez, j'ai cherché désespérément des mots qui apporteraient une autre dimension, où on le verrait un peu moins petit. J'ai rien trouvé. Par exemple, oui, on nous cite cette phrase, la veille du couronnement, non, le jour du couronnement, le matin, lorsqu'il s'est travesti, là, avec Joseph, ils étaient tous les deux splendides, c'est-à-dire ridicules. Il a dit à Joseph, si notre père nous voyait, et certains s'émeuvent de cette phrase. Ça signifie simplement, papa qui était déjà un débrouillard, il serait rudement fier de nous. Papa, il serait épaté de notre réussite. Une autre phrase qui semblerait meilleure, lorsqu'il est entré aux Tuileries, c'était donc le 19 février 1800, il a dit à Roederer, qui disait lui-même, c'est triste ce palais. Et Bonaparte, oui, c'était Bonaparte, aurait ajouté à ce moment-là, triste comme la grandeur. C'est une phrase littéraire, mais qui correspond à rien chez lui. Parce que la grandeur, vous avez vu, c'était le grandiose pour lui. Et il n'était pas triste. C'était un homme jovial. C'était quelqu'un de satisfait. Rappelez-vous, c'est très important, cette image que je vous ai montrée sur le générique de Monsieur Napoléon. C'était un croquis de Giraudet. Est-ce que vous vous rappelez le bouffi, avec ses petites fossettes, avec sa petite bouche gourmande, avec ses yeux pleins de lumière, ses yeux pétillants, le satisfait. C'est un homme qui était perpétuellement satisfait. Inquiet, c'est vrai, mais satisfait. Cocteau, à propos de je ne sais plus qui, dit ceci dans un de ses bouquins. Au premier coup d'œil, on le situait sur terre. On voyait qu'il y possédait tout son bien. C'est exactement ça, Bonaparte. Il est situé sur terre, les pieds sur terre. Il y possède tout son bien. Il n'a aucune curiosité, même pas une curiosité scientifique. C'est quelqu'un qui ne regarde pas la nature. Il a la chance d'être à Sainte-Hélène. Regardez ce que Victor Hugo a tiré du contact de la mer. Ça a transformé Victor Hugo de vivre dans cet exil maritime. Lui, jamais. Ça n'intéresse pas. Rien de la nature, ni les herbes, ni les oiseaux, absolument rien. C'est un homme qui est terriblement bas de plafond. Une âme basse, c'est exactement ça. Sa mort. Oh, vous me direz d'abord que c'est impossible qu'il ait été un homme aussi médiocre et qu'il ait fait la carrière qu'il a fait. Et avant de vous parler de sa mort, il faut que je vous dise mon sentiment à ce propos. Tolstoï ne croyait pas à la réalité des grands hommes, de ces grands hommes-là, des grands hommes conquérants, vous savez. Tolstoï disait, c'est surtout des gens qui ont été servis par la chance. Bonaparte, c'est terriblement ça. C'est quelqu'un, en effet, que je crois, médiocre mais extrêmement intelligent,
et qui a été prodigieusement servi par les circonstances. Du reste, un jour de cynisme, il va dire à Roederer, un autre aurait pu faire ce que j'ai fait. C'est parfaitement vrai. Toute la carrière de ce général politicien repose sur le fait qu'il a été choisi comme instrument par un groupe de financiers politiciens. Arrivons-en à sa mort. Il a cru qu'il vivrait longtemps. Il disait encore à Sainte-Hélène, quand j'aurai 60 ans, etc. Et puis c'est à partir de 1817-18 qu'il a commencé à avoir des vomissements. De quoi s'agissait-il? Je crois bien, enfin, on n'est pas bien sûr. Il s'agissait d'un ulcère devenu cancer, comme son père. Son père était mort de ça, d'un ulcère cancer, à 38 ans. Il s'était mis à grossir, de plus en plus. Ce tonneau qui était devenu croque-mitaine avait essayé en janvier 1821 pour se faire maigrir du cheval à bascule. Un de deux. Et puis ça le tuait, ça le faisait trop transpirer, alors il a fait 3 séances et puis il s'est arrêté. Puis les souffrances commencent à venir très sérieusement au printemps 1821. Alors là, autant cet homme est dénué de capacité d'apitoiement sur autrui, il déborde de trésors d'apitoiement sur lui-même. Je suis un pauvre homme, je suis malade. Vous n'avez jamais été malade, vous Bertrand. Vous ne savez pas ce que c'est. D'où Chateaubriand, tuer les autres, écrit-il apparemment, ça n'apprend pas à mourir. Le 14 avril, il va mourir le 5 mai, le 14 avril, se sentant mieux, se croyant sur une voie de guérison, il fait venir Montelon et il lui demande de lui raconter des histoires obscènes. Et il écoute Montelon comme il avait l'habitude de le faire quand il faisait chaud à Sainte-Hélène, c'est-à-dire découvert aux 3/4, le sexe à l'air et une main enfouie sous la fesse gauche. Puis il va mourir, il va expirer le 5 mai à 1821, à 51 ans et 7 mois, après avoir réussi son dernier numéro d'Histrion, c'est-à-dire qu'il avait composé ce testament: je désire que mon fils adopte pour devise celle qui fut la mienne, tout pour le peuple français. Je désire que mes cendres reposent au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Vous voyez qu'il s'en est aperçu, le peuple français. Alors dans les minutes qui me restent, qu'est-ce que nous en penserons finalement de Napoléon? Je crains qu'un certain nombre d'entre vous ne soient dit, Guillemin, à opérer une entreprise de dénigrement. Je vous l'ai dit déjà, c'est la vérité qui m'intéresse. Et je me rappelle une phrase de Robespierre. Robespierre qui avait dit à la tribune des choses qui déplaisaient, et il avait répondu, lui, à Robespierre, c'est la vérité qui est coupable. Et vous savez, aux yeux de certaines gens, quand elle déplaît, la vérité perd son nom. Et ce qui dérange les idées reçues perd le droit d'avoir existé. Je vous assure que je ne vous ai pas apporté d'appréciation. Je vous ai apporté de l'information. Je n'ai fait que des relèvements, comme on dit en termes techniques. L'œuvre, alors, de Napoléon. On nous dit, il y a un monsieur Tullard qui vient de publier un anti-Napoléon intéressant où il a rassemblé les textes, les pamphlets contre Napoléon. Ce monsieur Tullard écrit, c'est tout de même lui qui a constitué l'armature de la France moderne. Ah ah, en quoi? Et qu'est-ce qui reste de ça? L'armature, les blocs de rochers, comme il disait, c'était 5 ou 6 choses. 6, si vous voulez. C'était l'organisation administrative avec les préfets. C'était l'université, le code civil et le concordat. C'était aussi les grands travaux et la Banque de France. La Banque de France, vous pensez que c'était une merveille? C'était une autorisation donnée à un groupe privé de se faire passer pour une banque au service de l'État. Les grands travaux, pour Paris, oui. Mais en réalité, à travers la France, c'était un bluff. Le concordat, par bonheur, grâce à Combes et à Jaurès, il a disparu en 1905. Mais le concordat, l'université et le code civil, tout ça, ça avait le même dessein, l'unique dessein, qui était d'assurer la possession solide des possédants. Quant à l'organisation administrative avec les préfets, c'était une idée qui était reprise de Robespierre. C'était les agents nationaux. Mais du temps de Robespierre, les agents nationaux étaient là pour constituer l'unité de la France, d'une France attaquée, d'une France républicaine, tandis qu'avec les préfets, c'était un carcan policier que cet homme avait mis sur la France. Et la gloire, maintenant, vous me direz, il y a la gloire. Thiers dit, c'est entendu, Napoléon a peut-être fait beaucoup de mal, mais tout de même, il a laissé à la France la gloire, et c'est le dernier mot qu'emploie M. Madeleine aussi, il nous a laissé la gloire. La gloire, elle a une drôle d'odeur, elle a une odeur putride, la gloire militaire. Et d'autre part, selon du côté que l'on est de la frontière, elle change de sens. Du côté de ceux qui ont gagné, la gloire, en effet, c'est le triomphe, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Et du côté de ceux qui ont perdu, c'est le massacre, c'est le calvaire, c'est le désastre et l'humiliation. Et puis, je voudrais vous apporter là un petit texte que j'ai trouvé. Une lettre que Napoléon avait écrite à Alexandre le 25 février 1811 en lui parlant d'une guerre possible entre eux, tous les deux. Je vous demande de faire attention à ce texte. Si la fatalité, et la bon dos la fatalité, si la fatalité veut que les 2 plus grands princes de la terre, vous et moi, aillent sur le pré pour en découdre, façon de parler, ils font ça par personne interposée, nous nous combattrons en galants chevaliers, puis nous nous tendrons la main. Est-ce que cette phrase ne vous ferait pas penser à certains vers de Victor Hugo, très solides et très bien frappés, des vers que Victor Hugo adressait à ceux qui sont morts dans ces combats-là, et tout ça pour des altesses
qui, vous à peine enterrés, se feront des politesses pendant que vous pourrirez. Et l'Europe. C'est vrai qu'il avait fait l'Europe. M. Valéry nous dit même qu'il avait des idées trop en avance sur son âge, des idées prématurées, mais qu'il avait conçu réellement une fédération européenne. Une fédération européenne, c'était simplement des colonies continentales. Nous avons vu quelqu'un d'autre, en 1940, nous parler aussi d'une Europe sous sa botte. Il faut bien savoir qu'il y a eu une véritable fabrique de faux, une fabrique de mensonges à Sainte-Hélène, qu'il a raconté des choses inouïes de mensonges le 17 avril 1821. Ce que devra faire mon fils s'il règne, c'est établir partout des institutions qui assurent la dignité de l'homme. Réunir l'Europe dans les liens fédératifs indissolubles, propager les bienfaits du christianisme et de la civilisation. Voilà la cause pour laquelle je suis mort, dit-il. Mon Dieu, vraiment. Dignité de l'homme. Avec des absurdités, on est toujours sûr d'occuper les hommes, et c'est comme ça qu'on les mène. De la religion, une fable propice à la domination des malins sur les imbéciles. Sa légende, maintenant. C'est vrai qu'il a eu une légende. C'est vrai qu'il y avait le chauvinisme qui se satisfaisait en pensant à toute la gloire que la France avait conquise. C'est vrai aussi que cette légende s'appuyait sur de sombres profondeurs humaines, avec cette connivence qui est en nous à l'égard de la guerre et de la mort. Mais soyez bien sûr aussi que cette légende a été entretenue par des coopérateurs qui savaient ce qu'ils faisaient. Un Béranger, par exemple. Quand on parle de légende napoléonienne, on dit toujours il y a eu des chansons de Béranger. Savez-vous que Béranger était un malin? Que Béranger, lorsqu'il a vu 1848, qu'il a vu le peuple soulevé, a eu horriblement peur. Et Jules Vallès, qu'il connaissait bien, disait ce que fait Béranger, c'est de détourner les gens de la vraie question en leur enfonçant du coton tricolore dans les oreilles. Et n'avez-vous pas remarqué que cette légende de Napoléon, elle est devenue extraordinaire à la fin du dernier siècle? Dans les toutes dernières années du 19e et dans les premières années du 20e siècle, vous avez vu apparaître cette floraison de livres sur lui. Tous les livres de Frédéric Masson, et puis les ouvrages de Madeleine, et un peu plus tard, Bainville. Je sais bien pourquoi. Ça se passait au lendemain de la Commune, et ça se passait au lendemain de l'affaire Dreyfus. Parce que ces gens-là étaient ravis de ce qu'avait fait essentiellement Napoléon. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait étranglé, il avait assassiné la République. Il s'en vantera. À Sainte-Hélène, il disait le 13 août 1813, j'ai rétabli la propriété et la religion, c'est-à-dire la religion au service de la propriété. Mollien le félicitait en disant, il a renversé le gouvernement populaire. Bainville nous dira, il a fait cesser la lutte des classes, vraiment, c'est-à-dire qu'il a assuré le triomphe de la classe bourgeoise. Et Remollien, il a assis définitivement la bourgeoisie au pouvoir. Alors M. Madeleine peut bien dire, le destin l'amena à son heure pour refaire la France, mais il faudrait s'entendre sur le mot de refaire. On refait le porte-monnaie de quelqu'un ou on est refait quand on est roulé. Ça me paraît toujours scandaleux. Vous savez, quand on me dit que c'est un homme, Napoléon, qui a tout de même poursuivi les idées françaises. Ah, vraiment, il a poursuivi les idées françaises. Et quand je pense que Mme de Staël a osé dire de lui que c'était Robespierre à cheval, il n'y a pas de pire outrage à la mémoire de Robespierre. Parce que Robespierre, c'était quelqu'un qui avait voulu travailler pour les misérables. Robespierre était l'homme qui s'était dit, c'est pas possible de laisser ces millions de Français qui sont les mangés en proie aux mangeurs. Et lui, Napoléon, tout ce qu'il a voulu faire, c'est donner encore une prise plus absolue des mangeurs contre les mangés. Outrage à la mémoire de Robespierre. Alors je comprends très bien, je comprends parfaitement, que ce soit M. Thiers et que ce soit Louis-Philippe, qui ait fait revenir en 1840 les cendres de Napoléon pour lui donner cette sépulture grandiose que vous connaissez aux Invalides, mais je comprends encore mieux que ce soit la Commune qui ait décidé de renverser l'Arc de Triomphe, qui était un symbole de la violence au service du mal. Est-ce que c'était à moi, Français, de vous dire des choses pareilles sur Napoléon? Oui, à moi plus qu'à un autre, justement parce que je suis Français, parce que j'aime mon pays, parce que ce drapeau tricolore qui représentait quelque chose quand c'était 93, qui représentait la République, qui représentait l'espérance. Un homme comme Napoléon, il a déshonoré en le surmontant d'un rapace. Parce que si la France conserve encore un certain nom dans le monde, un nom qui serait, paraît-il, synonyme de liberté, c'est bien malgré Napoléon qu'elle l'a gardé. Voyez-vous tout ce que je vous dis avec une espèce d'emportement. Je crois que dans un certain nombre d'années, peut-être dans 20 années, peut-être dans 30 années, parce que la vérité en histoire, ça marche à petits pas. Mais je crois que ce que je vous dis là et qui paraît scandaleux, ça sera l'histoire telle qu'on l'enseignera enfin, lorsque, et je cite là Chateaubriand, lorsque ce ne sera plus l'imposture qui se chargera de l'écrire.